Bonjour et bienvenue dans votre émission parlementaire Untranouille. Aujourd'hui, nous recevons le président du Conseil national, Thomas Brezzo, pour évoquer le budget primitif 2026, les dossiers prioritaires, la mobilité et l'action internationale du Conseil national. Alors pour les commentaires, je serai accompagnée de Benjamin Ducongé de Radio Monaco. Au sommaire de cette émission, le dialogue institutionnel, les enjeux du budget primitif 2026, le centre de traitement de valorisation des déchets, le projet du centre de commercial de Fontvieille et le quartier de l'Annonciade, la mobilité et puis la participation des jeunes via le CNJ. Alors, bonjour Président. Bonjour Christinda, bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Christinda, bonjour Président. Alors nous sommes en pleine période budgétaire. Quel est le climat, Président, entre le Conseil national et le gouvernement, entre vous-même, si on peut dire, et le ministre d'État? Alors paradoxalement, et contrairement à ce qu'on peut voir en séance publique, et ce qu'on a pu voir en séance publique jeudi soir, les rapports avec le ministre d'État sont très bons. Mais aujourd'hui, faut rappeler qu'il est là depuis quelques mois à peine. Il y a eu l'été au milieu. Il doit travailler sur un budget primitif qu'il n'a pas lui-même élaboré et qui a été arrêté avant même son arrivée. Donc, ce sont des points à prendre en considération pour pouvoir juger ce qui se passe au sein de l'hémicycle et ce qui peut paraître aujourd'hui comme des tensions. Après, qui ne sont ni plus ni moins que l'expression des sentiments des différents élus qui, je le rappelle, votent en leur nom personnel à chaque fois, et qui expriment une sorte de mécontentement dans les réponses qui ont été transmises, notamment au rapport de la Commission des finances et de l'économie nationale quant à l'engagement de l'action publique du gouvernement pour l'année à venir. Alors, certains élus pensent que le Conseil national n'est pas assez écouté. Est-ce que vous, par exemple, vous partagez cet avis ? Tout à fait. Moi, j'étais le premier à le dire sur différents sujets. Alors, il y a la problématique déjà des propositions de loi qui ont été rejetées ces derniers temps. Il y a quand même trois propositions de loi qui ont été rejetées, ce qui n'est pas anecdotique dans la situation actuelle et ce qui forcément prive le Conseil national de l'exercice de ses prérogatives. Si le gouvernement bloque systématiquement toutes les propositions de loi qui sont émises, ça peut poser une difficulté quant institutionnel, on va dire. C'est pas conforme à l'esprit du texte tel qu'il a été fait, tel qu'il a en tout cas appliqué jusqu'à présent. Après, sur les autres sujets, effectivement, on peut être en désaccord, mais d'avoir un désaccord systématique, revenir sans cesse sur la parole qui a été donnée, revenir sur les engagements qui ont été pris l'an dernier par Didier Guillaume, c'est là où effectivement il y a un souci que nous mettons en exergue par la voix que nous exprimons dans l'hémicycle. Nous reviendrons dans un instant sur ce budget, mais abordons quelques sujets d'actualité récente. Benjamin. Alors justement, une proposition de loi qui n'a pas été transformée, celle sur l'interruption volontaire de grossesse. Le ministre d'État a néanmoins indiqué qu'il voulait quand même faire évoluer des choses, faire des propositions, notamment pour les femmes qui seraient en situation de détresse. Est-ce que vous aussi, vous allez l'accompagner là-dessus ou vous pensez que ce n'est vraiment pas suffisant ? Alors, l'accompagner, oui, bien évidemment, parce que tout ce qu'on peut faire en faveur des femmes, et notamment des femmes en détresse, on le fera, et bien évidemment, c'est un sujet qui mérite qu'on y prête attention, ça c'est indiscutable. Maintenant, que l'on estime que ça soit pas suffisant, c'est un fait, c'est la raison pour laquelle nous avions déposé cette proposition de loi. Proposition de loi qui est faite par le Conseil national, conformément aux prérogatives qui nous sont allouées par la Constitution, notamment depuis 2002. Donc nous représentons les Monégasques, nous avons représenté la voix des Monégasques en déposant cette proposition de loi. L'exécutif, lui, est également dans son rôle en mettant un terme au processus législatif. Après, c'est davantage un sujet qui est juridique. C'est sous cet aspect-là que nous l'avions abordé initialement. Il y a une interprétation de deux articles de la Constitution qui s'opposent. L'article 9 qui prévoit la religion d'État catholique et l'article 23 qui prévoit la liberté des cultes. Donc il fallait arbitrer, le gouvernement a arbitré sur la base d'un avis qui a été rendu par l'organe de suivi législatif, le comité de suivi législatif, qui est consultatif, qui a indiqué qu'effectivement nous pourrions aller plus loin, ce qui est une voie que le gouvernement n'a pas choisi de suivre. Donc voilà, aujourd'hui il a été mis un terme à ce processus législatif, bon, dont acte.
Ce qui est plus problématique à mon sens, c'est que on a cette proposition de loi qui est dont le processus est interrompu. On a une autre proposition de loi qui là n'avait pas d'aspect politique, on va dire, puisque c'était purement technique, purement juridique, et notamment sur la technique budgétaire. Nous avions convenu, notamment au cours du budget rectificatif de printemps qui n'avait pas été voté, c'était le seul point sur lequel nous étions en accord avec le gouvernement, un accord qu'il fallait justement régulariser la législation pour la mettre en conformité avec la pratique. La loi sur les lois de budget est une loi ancienne, la pratique a évolué avec le temps, il était nécessaire de la mettre à jour. Curieusement, le gouvernement, sans discussion préalable, et c'est surtout ça qui est choquant, c'est que sans même discuter avec nous, en confirmant que les points qui se trouvaient dans cette proposition de loi étaient conformes avec les intérêts du gouvernement, les intérêts de la principauté de Monaco, a décidé de mettre un terme au processus législatif pour un article qu'il estimait non conforme à la Constitution. C'est tout le débat que nous devons avoir entre le gouvernement et le Conseil national sur l'élaboration des lois. Sans compter, il y a eu un autre texte un peu plus tôt dans l'année sur la CIMA, sur un véhicule juridique en droit des sociétés qui aurait permis de diversifier les possibilités pour les acteurs économiques de la principauté, et qui là aussi avait été interrompu par le gouvernement. Quand même trois propositions de loi qui sont interrompues au cours de l'année. C'est pas un fait anodin aujourd'hui. Nous estimons que c'est porter atteinte à nos prérogatives. Si demain nous rejetions tous les projets de loi, ou j'inscrivais aucun projet de loi dans l'essence publique, je pense pas que le gouvernement serait ravi de l'avancée des travaux législatifs. Est-ce qu'en dehors de l'hémicycle, vous avez évoqué ce sentiment avec le ministre d'État ? Bien évidemment, c'est au quotidien même. Alors c'est vrai que sur ce projet de loi, il reconnaît d'une part qu'effectivement il y avait un intérêt à aller plus loin, mais pour autant il a interrompu le processus législatif. C'est un peu cette incompréhension que l'on a, et sans trop d'explications, comme ça a été évoqué jeudi soir, mais et qui donne ce sentiment de frustration, et donc derrière bon, si on n'avance pas sur le législatif, au moins on avance sur le budgétaire. Mais encore une fois, c'est pas le cas. Donc, vous avez le sentiment que les propositions de loi d'origine parlementaire sont peu considérées? Ah ben sur ces derniers temps, c'est effectivement le cas. Au cours de l'année, ça a été le cas en tout cas. Parlons de chiffres à présent de ce budget 2026. Alors les grands équilibres du budget sont excellents. Comment vous expliquez malgré tout la prudence du gouvernement ? Alors, effectivement, on peut se réjouir d'avoir une santé économique et financière qui est au beau fixe. Ça, c'est effectivement rassurant pour la principauté. La prudence qui est mise en avant par le gouvernement est nécessaire à mon sens. On reproche effectivement au ministre des Finances et au gouvernement dans son ensemble de faire preuve de trop de prudence, et donc d'arriver avec un résultat finalement qui est excédentaire, mais même très excédentaire. On lui reprocherait davantage d'avoir un excès de confiance sur les recettes, et finalement se retrouver avec un budget qui serait très déficitaire. Donc cette prudence, elle est nécessaire pour l'établissement du budget, on la comprend. Ce que nous avons dénoncé, c'est l'excès de prudence qui a été choisi par le gouvernement pour définir les recettes, notamment pour le budget 2025. Et on l'a vu au rectificatif 2025 en octobre, où on s'est retrouvé avec finalement un excédent de recettes dès l'automne de plus de 400 millions d'euros. Ces 400 millions d'euros, s'ils avaient pu être anticipés, auraient permis des investissements sur des projets structurants. Et c'est cet excès de prudence qui est choisi par le gouvernement qui en fait limite le gouvernement dans son action et dans ses projets. Et à côté de ça, on fait des dépenses qui sont somptuaires et pour des projets qui n'aboutissent pas. Donc il y a une meilleure gestion qui doit être faite des finances publiques, ça c'est une certitude. Nous en avons convenu d'ailleurs avec le gouvernement. Et il faut aujourd'hui éradiquer les erreurs du passé pour pouvoir avoir une estimation des recettes qui est au plus juste, et finalement des dépenses qui soient contrôlées, qui soient maîtrisées. Mais là, est-ce que vous êtes prêt à un vote positif sur le budget primitif, ou est-ce qu'il y a des lignes rouges ? Alors on verra à l'issue de nos débats. Alors c'est vrai que c'est un budget cette année où on a eu malheureusement, avec le décès de Didier Guillaume et les engagements qu'il avait pris l'année précédente, l'intérim d'Isabelle Bureau et la nomination de Christophe Vianant, c'est un budget qui quelque part qui est un peu neutre.
D'où les problématiques qui ont été mises en avant, notamment sur la non-transformation des propositions de loi. Mais on est toujours prêt à voter un budget. On n'est jamais prêt à ne pas le voter. Au contraire, c'est pas l'intérêt de la principauté de Monaco de ne pas voter. C'est l'exception pour vous de ne pas voter. Ça doit rester l'exception. Ça dépend du comportement du gouvernement. Encore une fois, c'est un dialogue et la Constitution appelle au dialogue. Si nous avons la transparence, si nous avons la confiance, si nous avons ce dialogue constructif avec le gouvernement, et si les considérations du Conseil national sont prises en compte par le gouvernement, il n'y a pas de raison de ne pas le voter, ce budget. Celui-ci ou tout autre budget. C'est encore une fois, c'est ce dialogue, cette confiance qui doit être instaurée, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a eu des réunions qui se sont passées, notamment sur CTVD, où on nous donne des documents qui sont tronqués, des informations qui sont fausses, sur des projets à plusieurs centaines de millions d'euros. Là, effectivement, il y a un risque qu'on ne vote pas le budget. Donc, Et pour mieux comprendre les enjeux de ce budget primitif 2026, je vous propose que l'on donne la parole à Franck Julien pour notre séquence « Les clés du budget ». Alors, le budget primitif 2026 se présente, j'aimerais dire, un peu comme tous les autres. C'est une occasion de finaliser les discussions que nous avons entamées avec le gouvernement. Nous avons eu de nombreuses séances privées et il y a évidemment des points qu'il nous faudra clarifier, qu'il nous faudra rentrer plus dans le détail. Donc l'ambiance est bonne, mais on a besoin de concrétisation sur un certain nombre de points. Alors effectivement, prudence, investissement, se projeter dans l'avenir, c'est tout le cœur de nos débats. Ce n'est pas parce que la situation va bien qu'il faut se montrer dispensieux et dépenser à tout va. Pour autant, il faut préparer l'avenir et c'est dans ce difficile équilibre que tous nos débats doivent avoir lieu pour pouvoir retrouver la meilleure trajectoire possible pour Monaco et pour nos enfants. Alors, ça dépend des domaines. Je pense que dans les domaines sociaux, souvent, le Conseil national a tendance à vouloir davantage, notamment pour le bien des Monégasques, des concitoyens. Donc là, la tendance, elle est plutôt du côté de la dépense, côté Conseil national. En revanche, et ça peut paraître surprenant, dans tout ce qui concerne les grands travaux, en dehors peut-être bien évidemment celui du logement des Monégasques, le Conseil national est souvent plus réservé que le gouvernement. Et là aussi, c'est un des points des discussions qui va y avoir lieu lors de ce budget. Et c'est certainement aussi un point de singularité par rapport à nos institutions monégasques si on se compare à d'autres pays. Alors effectivement, la proposition de loi sur une évolution de la loi de budget n'a pas été retenue par le gouvernement. Moi, j'en suis véritablement très déçu, parce qu'on ne peut pas rester sur un fonctionnement qui, aujourd'hui, n'est plus en réalité avec la réalité du terrain et la réalité surtout des textes. Donc le Conseil national, à 2 reprises, a fait des propositions de loi, une qui avait été transformée et qui n'a pas été poursuivie. Le gouvernement a choisi d'interrompre le processus. Nous faisons une 2e proposition de loi, celle-ci n'est même pas transformée. Alors c'est bien beau, tout cela, mais à un moment donné, le gouvernement, il doit faire quelque chose. C'est bien beau d'arrêter les initiatives du Conseil national. On ne peut pas rester dans une situation où la pratique est en contradiction avec la loi. Donc nous attendrons des réponses très précises de la part du ministre d'État sur cette question. Et ce sujet sera définitivement à l'ordre du jour des débats que nous allons avoir à partir de lundi. Est-ce que ça traduit véritablement un manque de respect vis-à-vis des élus ? Écoutez, je ne vais pas aller jusque-là. Pour autant, je pense que l'attitude n'a pas été celle qu'elle aurait dû être. Le dialogue n'a pas eu lieu. Nous n'avons même pas senti que la porte pouvait s'entrebâiller. Malheureusement, ce genre d'attitude peut conduire à des attitudes plus dures de la part du Conseil national. Donc nous serons extrêmement vigilants sur ce sujet qui tient à cœur des élus. On sait très bien que certaines des pratiques qui sont en cours par le gouvernement
ne sont pas relatés dans la loi actuelle, et je me contente de dire cela. Alors, soit le gouvernement y renonce, soit on fait évoluer la loi, mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui n'est tout simplement pas tenable. Donc, vous l'avez entendu, Franck Julien vient d'évoquer les questions techniques budgétaires. Concrètement, de nombreux dossiers sont encore en suspens. On retrouve toujours les mêmes. Alors, le logement, même si ça avance, on n'a pas abouti avec l'agence domaniale qui devrait voir le jour au cours de cette année 2026. L'opération intermédiaire. À ma connaissance, les actes de cession n'ont toujours pas été signés. Il y a encore un problème administratif à régler et qui devrait être réglé au cours des prochains jours. Nous avons le centre commercial de Fontvieille qui aurait dû avancer. Effectivement, on a eu un avant-projet. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça stagne à ce niveau-là. On a le CTBD où on veut nous imposer une décision. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme ça et pas autrement. Même si on peut comprendre, et si on ne renonce pas, le Conseil national ne veut pas s'opposer à une reconstruction in situ, il y a des discussions à avoir au moins avec l'étranger. Si la reconstruction in situ ne peut pas avoir lieu, qu'est-ce qu'on fait? On va encore perdre du temps, et ça on le voit arriver gros comme une maison. Il y a le quartier de l'Annonciade où rien n'avance, alors que on sait que c'est le poumon économique dans les années à venir pour la principauté de Monaco. Donc voilà, tous ces sujets-là ont stagné cette année, donc effectivement on ne peut pas être totalement satisfait de l'action gouvernementale au cours de l'année 2026, malgré les changements que j'évoquais avec le décès de Didier Guillaume, l'intérim d'Isabelle Béraud ou l'arrivée de Christophe Lirmand. Donc voilà, gageons que l'année 2026 qui à venir soit plus favorable et soit plus productive pour ces dossiers-là. On peut revenir justement sur le centre commercial de Fontvieille. Dans notre précédent numéro, vous n'aviez pas le projet complet. Est-ce que vous le connaissez aujourd'hui? Est-ce qu'il est conforme à vos attentes? Alors, ce qui nous a été présenté n'est pas un amas de chiffres, on va dire, mais en termes de surface, en termes de surface qui sont allouées à la restauration, aux activités familiales, aux boutiques. Donc ça, oui, effectivement, le projet tel qu'il nous a été présenté est conforme aux attentes du Conseil national et conforme aux engagements qui ont été pris par le gouvernement. Donc, tant que le gouvernement ne revient pas sur ses engagements, il ne devrait pas y avoir de difficulté sur le centre commercial. Alors les monégasques, justement, vous les mettez à contribution. Vous organisez désormais des réunions publiques de plus en plus régulièrement. Est-ce que le gouvernement prend réellement en compte ce qui en ressort et est-ce que cette ouverture vers la population change-t-elle un petit peu votre manière à vous de travailler ? Donc nous devons faire valoir la voix des monégasques. Nous l'avons fait par le biais de la grande consultation. Nous avons pris en compte effectivement leur avis qui avait donné lieu à la proposition de loi sur l'IVG, notamment avec un avis favorable de plus de 80%. Sur les autres aspects, nous devons effectivement continuer dans ce sens. C'est pour ça que nous avons organisé ces réunions publiques sur des thématiques qui sont problématiques. On n'a pas pris les sujets les plus simples, des sujets sensibles que sont la priorité nationale ou la mobilité. Aujourd'hui, il y a une satisfaction totale de la part de nos concitoyens. Donc il fallait effectivement ouvrir la parole, donner la parole aux monégasques sur ces sujets-là, ce que nous avons fait. Ça a été très intéressant puisque les travaux sur la priorité nationale ont donné lieu à la création d'un groupe de travail qui a donné lieu à la rédaction d'une résolution qui a été adoptée à l'unanimité mardi dernier en séance publique législative. Sur la mobilité, nous avons effectivement reçu encore les monégasques, mais cette fois la réunion était ouverte aussi aux résidents, aux salariés, pour connaître leurs sentiments sur ce qui se passe en Principauté de Monaco. Et là aussi, nous avons quelques pistes pour avancer pour le futur. Nous les faisons valoir auprès du gouvernement, après au gouvernement de les prendre en considération ou non. Le gouvernement français a fermé la porte au projet de métro entre Nice et Vintimille. Est-ce que vous avez dit votre dernier mot sur ce sujet-là ? Parce que ça serait mal de me connaître. De ce point de vue-là, c'est un gouvernement français qui a dit non. Vu le nombre de changements de gouvernement qu'on a eu ces derniers temps, le prochain pourrait avoir un avis différent. Je pense que d'avoir fermé la porte au métro, alors que même aujourd'hui on ne dispose pas d'études, et c'est une erreur. Moi, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je demande au gouvernement, c'est de
de faire réaliser ces études-là. Qu'on prévienne le gouvernement français ou les autorités françaises ou italiennes qu'on va réaliser ces études, c'est un fait, mais on n'a pas besoin de leur accord aujourd'hui pour faire réaliser des études, ce qu'on fait dans tous les projets. Et d'ailleurs, on a bien réalisé un appel à projet sur le territoire français avec une réalisation de parking, certes sur un terrain qui nous appartient, mais avec un tunnel qui passe sur le terrain français sans qu'on ait demandé son avis. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui la simple réalisation d'études serait impossible. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, c'est finalement d'investir un peu d'argent dans la réalisation alors c'est plutôt ce qu'on voulait, c'est un moyen de transport de masse, plus qu'un métro. Il peut y avoir d'autres solutions qui pourraient émerger, en allant voir peut-être ce qui se passe ailleurs, sur les nouvelles technologies ou autres. Et c'est ce que je peux que regretter, c'est que, Philippe Tabarot, donc ministre des Transports en France, ou Renaud Muselier, le président de la région, ait enterré ce projet avant l'heure. Sachant que Renaud Muselier défend un projet d'extension du métro à Marseille pour des sommes plus ou moins équivalentes. Donc ce qui peut se faire là-bas, ça peut pas se faire ici. Alors le Conseil national, on parle complètement d'un autre sujet là. Le Conseil national des jeunes qui s'installe dorénavant dans le paysage. On a assisté il y a quelques jours à la séance d'investiture. Est-ce que les jeunes monégasques influencent réellement vos travaux ? Bien évidemment. C'est la génération future. C'est même moi, mes propres enfants, je les prends souvent en exemple, et leurs intérêts, je les prends souvent en exemple dans l'élaboration des textes. Donc la génération future, c'est l'avenir de la principauté de Monaco. Il faut surtout pas les négliger. Et c'est vrai que leur permettre de participer à la vie publique par le biais du CNJ, moi je trouve ça c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aurais bien aimé le faire moi à mon époque. On se retrouve dans une situation où ce sont des jeunes qui viennent travailler sur un sujet. Donc l'année dernière c'était sur l'attractivité. L'année précédente, c'était sur l'environnement, et cette année, ça sera sur le digital. On a vu, lors de la séance d'installation, l'engouement qu'ont ces jeunes, le travail qu'ils ont déjà effectué sur un sujet qui est le digital pour cette année, qui est un sujet que pour eux est peut-être un peu plus facile que les précédents, parce que c'est les digitales, ils sont nés dedans, ils le vivent au quotidien et ils n'ont pas la manière d'aborder ce sujet la même manière que ce que nous pouvons l'avoir avec un âge plus avancé. Mais il y a 2 ans, les travaux du CNJ ont débouché sur une résolution qui avait été adoptée dans l'hémicycle, qui prévoyait l'interdiction de la puff. Alors c'était pris sous un angle environnemental, on l'a rattaché à un angle sanitaire. Nous avons déposé une proposition de loi sur la base de cette résolution qui a été prise par le CNJ, qui ensuite a été transformée par le gouvernement en projet de loi et enfin votée dans l'hémicycle. Donc il y a effectivement un réel enjeu de ce CNJ et une prise en compte de leurs travaux. Donc nous attendons beaucoup de cette promotion de ces 6 jeunes, 2 garçons, 4 filles, et qui participeront effectivement à cette session. Et alors justement, jeudi, vous avez dit que chaque ligne du budget devait penser à un budget pour 2030, pour 2040, pour 2050. Est-ce que ils vous influent là-dessus? Parce que finalement, eux seront là. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre en compte les générations futures dans notre politique. Ça, pour moi, c'est crucial. On construit aujourd'hui le Monaco de demain. Malheureusement, en tant qu'élu au Conseil national ou nommé au gouvernement, on a une date limite d'exercice. Donc c'est facile de se projeter à une date à l'échéance du mandat, de dire bon ben voilà, j'ai mes résultats, ils doivent arriver ici, et puis on fera le compte à l'issue des 5 ans. Mais en raisonnant comme ça, on n'avance pas. Il faut aller voir plus loin, il faut envisager ce que pourrait être le futur Monaco, ce que sera le futur de nos enfants et quelle la principauté on veut leur laisser. Et c'est en faisant preuve d'imagination, en faisant preuve d'audace, en ne soyant pas trop prudent sur les recettes, en imaginant certains dispositifs avec des financements, des partenariats privés-publics. Voilà, il faut qu'on aille chercher sur ce qui se fait aujourd'hui, regarder ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir progresser sur ce sujet. Et c'est essentiel d'avoir une vision à long terme. Si on s'arrête à 2030, 2040, dans la projection qui nous a été faite sur la mobilité, les chiffres arrivent à 2040, et après, on arrive aux limites de ce qu'on a, à condition déjà qu'on réalise tout, on pourra finalement tenir jusqu'en 2040. Mais si on n'anticipe pas 2050, comment on peut faire? On va prendre encore un train de retard, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, mais arriver à une solution qui ne sera pas définie et finalement laisser le problème pour nos successeurs. Ça, c'est pas imaginable pour mes valeurs et pour ma manière d'agir en général. Donc faisons preuve d'audace. Je vous ramène à présent
dans le présent. Et passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'esprit des lois avec un focus sur les propositions de loi et les textes en cours. Nous retrouvons Mickaël Palmaro, Christine Pasquier-Chola et Corinne Bertani. La résolution qui a été présentée hier au Conseil national veut mettre en place un renforcement du respect de la priorité nationale. Vos élus ont toujours eu pour engagement de la faire respecter au sens propre du terme. Alors, en quoi consiste cette résolution ? Elle sert certes à renforcer la priorité nationale dans ses grandes lignes. Je donne un exemple, passer de 2 à 3 ans pour exonérer les entreprises de charges patronales, mais aussi le paiement directement fait par les caisses plutôt que les avances faites par les employeurs. Évidemment, quand on parle de priorité nationale, ce n'est pas qu'à l'embauche, c'est aussi et surtout à la promotion. Nous avons rencontré nombre de nos compatriotes qui nous ont fait part de leur souci de promotion, en nous expliquant que souvent la priorité nationale était bafouée. Vos élus, comme à leur habitude, ont pris le taureau par les cornes et ont insisté pour que cette priorité nationale soit respectée non seulement à l'embauche, mais aussi à la promotion. Et contrairement à ce que l'on peut croire, la priorité nationale n'est pas à compétence égale, elle est à compétence nécessaire. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est pourquoi, là encore, nous avons rappelé au gouvernement qu'il fallait à tout prix que les compétences nécessaires soient respectées afin que les Monégasques dans leur pays puissent évoluer de manière tout à fait normale. Dans la même logique de priorité nationale, la proposition de loi sur le CHC qui a été votée à l'unanimité par les élus consiste à supprimer le point supplémentaire Euribor. En effet, aujourd'hui, le montant du CHC est calculé sur le taux Euribor plus 1 point. Ce qui veut dire qu'à l'instant T où nous parlons, le taux Euribor est entre 2,4 et 2,2. Plus 1 point, ça fait 3,2, on le ramène à 3, ce qui veut dire que les Monégasques payent 0,8 points de plus que le taux réel. Nous, tout simplement, nous voulons supprimer le plus 1 point. Ce qui veut dire que vos mensualités devraient drastiquement baisser. Bien sûr, dans un premier temps, elles baisseront de manière significative, mais elles peuvent être très importantes d'ici 1 an, 2 ans, voire 5 ans. C'est une réelle avancée, c'est un réel bond en avant pour le pouvoir d'achat des familles monégasques, baisser les mensualités, car là aussi, nous avons été à l'écoute des Monégasques qui sont venus nous voir pour nous parler des prix exorbitants des charges dans les nouveaux appartements domaniaux ou des CHC qui deviennent beaucoup trop importants pour de nombreuses familles. En passant le taux Euribor au taux réel et en enlevant ce plus 1, peut-être, j'en suis même certain que beaucoup de familles monégasques pourront avoir accès au CHC. C'est une réelle avancée et c'est une proposition de loi que j'espère se verra transformée en projet de loi. Alors cette proposition de loi a pour objectif de simplifier la procédure de divorce en ce qu'elle propose de supprimer la faute de cette procédure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour divorcer, soit les époux sont d'accord, soit l'un des deux doit prouver la faute de l'autre. Ce genre de procédure est longue, fastidieuse et surtout très douloureuse pour les familles. Donc, ce que nous avons voulu faire avec cette proposition de loi, c'est réellement d'exclure la faute et de laisser au juge la simple faculté de régler les conséquences du divorce. Un seul des époux pourra saisir le tribunal et demander à divorcer sans avoir à établir la moindre cause du divorce. Le deuxième objectif de cette proposition de loi, qui est également très important, est de permettre d'anticiper les conséquences d'un éventuel divorce par des contrats nuptiaux. Ce sont des contrats qui pourront être signés avant, pendant ou après, pendant le divorce, pendant le mariage ou avant le mariage, et qui permettront, un peu à l'instar des ce qu'on appelle les prenup en droit anglo-saxon, de définir par avance les conséquences d'un divorce en termes financiers notamment. Bien entendu, pour tout ce qui concerne les enfants, le juge restera seul habilité à apprécier si les dispositions qui ont été arrêtées entre les parties sont conformes à l'intérêt supérieur des enfants. Nous avons également souhaité laisser au juge la possibilité de contrôler l'équité des conventions matrimoniales, donc de ces accords nuptiaux. Le juge devra analyser s'il y a eu une contrainte, s'il y a un équilibre financier, s'il y a eu transparence et si chacun des époux a pu être correctement
conseillé et a pu avoir le temps nécessaire pour s'engager dans un contrat sans être forcé par un motif ou par un autre. Un dernier élément important, c'est que, au-delà donc du caractère humain, c'est-à-dire de permettre un divorce rapide qui évitera les conflits de loyauté pour les enfants, en tout cas c'est ce que nous espérons, et également permettra des procédures un peu moins longues qu'elles ne le sont actuellement, parce qu'aujourd'hui nous avons des procédures qui peuvent durer plusieurs années, et à la fin du compte, si les fautes ne sont pas établies, les tribunaux laissent les gens mariés. Donc on se retrouve dans des situations complètement ubuesques, où après 3, 4, 5, 6 ans de procédure, contentieuse, douloureuse, les époux restent mariés, ce qui n'est pas acceptable. Le dernier élément important de cette proposition de loi, c'est qu'elle devrait présenter une certaine attractivité auprès des populations étrangères. Il existe en droit de la famille ce qu'on appelle vulgairement ou en termes anglo-saxons le forum shopping, c'est-à-dire que l'un des époux va chercher la juridiction la plus sympathique à ses yeux pour divorcer, surtout dans le cas d'une clientèle internationale qui a plusieurs domiciles. Et le fait de pouvoir divorcer rapidement à Monaco et en contrôlant les conséquences du divorce grâce aux accords nuptiaux, nous pourrions être attractifs pour de nombreux étrangers et évidemment également pour les résidents monégasques et leur population, puisque les monégasques eux-mêmes aussi ont intérêt à divorcer le plus rapidement possible et de la manière la plus contrôlée possible. J'ignore si le gouvernement entend la justesse de cette proposition de loi, car quand nous l'avons déposée, il n'y a pas eu de réaction de la part du gouvernement. Donc, j'avoue que c'est une grande surprise. Vous savez que le processus législatif impose au gouvernement de répondre dans un délai de 6 mois du dépôt de la proposition de loi pour nous indiquer s'il envisage de transformer cette proposition de loi en projet de loi ou pas. Donc, ce délai est en train de courir. Nous avons maintenant 6 mois. Nous attendons l'expiration de ce délai de 6 mois pour savoir si le gouvernement transforme ou pas. Nous aurons peut-être la chance d'avoir une réponse avant. Et après ces 6 mois, le gouvernement a 12 mois encore pour transformer la proposition de loi en projet de loi. À ce moment-là, il peut nous revenir un petit peu modifié par rapport aux souhaits de l'Assemblée. Mais dans ce cas-là, l'Assemblée a toujours la possibilité, une fois qu'elle a reçu le projet de loi, de l'amender pour en faire un texte qui est conforme à ses attentes. Après, est-ce que le gouvernement va transformer ? La question reste entière. Ce texte est la rupture conventionnelle. Elle a été votée à l'unanimité des élus présents dans l'hémicycle ce jour-là. Et elle représente pour tout le monde une grande avancée dans le droit social à Monaco. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de se séparer entre un employeur et un salarié avec un accord. Donc, je pourrais dire le mot-clé de cette loi, c'est un accord. On cesse de travailler ensemble, mais via un accord. Pas du tout de faute. Tout ce mot-là n'est pas dans la loi. Comment ça se passe ? Ça se passe avec un ou plusieurs entretiens. Des deux côtés, les personnes peuvent être assistées de la personne de leur choix. Deuxièmement, ils ont un délai de rétractation qui est de 7 jours, que le Conseil national a avancé à 7 jours et il était prévu de 15. Ensuite, il y a une homologation pour bien faire un cadre pour cette loi par l'inspection du travail. Très important, je pense, comme ça tout est bien fait. Et ensuite, surtout pour le salarié, l'ouverture au droit au chômage. C'est-à-dire que avec une rupture apaisée des deux côtés, et en plus, pour le salarié, pouvoir rebondir, changer, se reconvertir. Donc, j'espère du positif pour les salariés et pour les entreprises, parce que l'employeur aussi se sépare d'un salarié, mais de façon apaisée. Et c'est le deuxième mot qui, pour moi, est important, accord et apaisé. Focus à présent sur le boost et l'accompagnement des entreprises locales avec Roland Mouflard. Depuis 2018, le Conseil national a été au contact des entrepreneurs en initiant la création du Monaco Boost, qui a été un grand succès. Et le Conseil national n'est pas resté spectateur depuis. On a continué de suivre les entrepreneurs et en échangeant avec eux, on a réalisé qu'il y avait encore des choses qui pouvaient être améliorées, perfectionnées, pour qu'il n'y ait plus aucun frein à la création d'entreprises. Les élus ont fait un groupe de travail
Ils ont rencontré les entrepreneurs, ils ont discuté avec les créateurs, et de ce groupe de travail est né un nombre important de propositions qui ont qu'un seul objectif, être simple, rapide à mettre en place et à un coût maîtrisé. Ça commence par le boost. Aujourd'hui, le boost est plein, et il s'agirait de l'agrandir pour continuer sur la dynamique qui a été créée en 2018 et permettre à tous les monégasques qui veulent se lancer d'avoir accès à cet outil merveilleux. Au-delà de l'aide à l'installation professionnelle et du Monaco Boost, il y a toute une série de mesures tactiques, pragmatiques, qui peuvent très facilement simplifier la vie des entrepreneurs monégasques. Alors, vous venez d'entendre Roland Mouflard. Votre sentiment, Président, sur ce MC Boost ? Alors là, pour le coup, il y a une réelle fierté, puisque ça, c'est une idée qui vient, qui émane du Conseil national, et notamment qui était au programme de la mandature 2018. Effectivement, on voit ce que ce projet a finalement porté ses fruits, a permis le développement de beaucoup d'entreprises monégasques. Et je pense qu'il faut perdurer dans ce chemin, il faut quand même continuer à progresser sur cette thématique-là, parce qu'aujourd'hui, il y a un bail limité, on va dire, avec les entreprises qui s'installent au sein du Boost, mais après, faisons de cette pépinière l'avenir de la principauté pour les entrepreneurs monégasques. Il y en a de plus en plus, encourageons-les à entreprendre en principauté de Monaco. Nous avons sollicité du gouvernement, et jeudi dernier, Christophe Mirman a confirmé qu'un nouveau local dans le même immeuble que celui où est hébergé actuellement le Boost sera mis à disposition des entreprises pour le futur. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Ouais, moi, j'ai pu, pour la première fois, aller visiter le Boost. Les équipes qui travaillent là-bas sont formidables. Et puis les entreprises, c'est un milieu très jeune. Ça favorise les échanges, ça favorise évidemment l'entraide entre les entreprises. Je trouve ça génial. Et pour moi, c'est l'avenir de Monaco. Et encore une fois, on tend la main aux jeunes, continuons à le faire et continuons à les accompagner sur la durée. C'est aussi l'avenir de Monaco, c'est aussi l'avenir économique et c'est aussi l'avenir personnel de centaines de Monégasques qui pourront se maintenir à Monaco. Refermons cette émission sur cette note positive. Merci beaucoup, Président, pour vos éclairages. Merci, Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin Ducongé, pour ces commentaires. Et puis, rendez-vous pour la poursuite des débats budgétaires pour l'examen du budget primitif 2026 ce lundi à 17h. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité et à très bientôt.